Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour un nouveau Sans détour. Elle nous concerne tous, c'est à la fois notre santé, notre pouvoir d'achat, le plaisir de nos assiettes, mais c'est aussi la garantie d'un certain équilibre économique et social de notre pays. Et pourtant, elle va mal, elle c'est bien sûr l'agriculture. Les chiffres pleuvent pour décrire son inexorable déclin, la perte d'1 millier d'exploitations, la diminution de la surface agricole utilisée en 10 ans d'au moins un quart. Résultat, les 3/4 de nos besoins alimentaires sont satisfaits par l'importation. Alors peut-on inverser la tendance? L'objectif annoncé de produire à la fois plus et mieux est-il réalisable? Nous verrons dans un premier temps ce qu'en pensent les agriculteurs eux-mêmes et ceux qui œuvrent déjà sur le terrain pour une production plus saine. Et puis en seconde partie, nous parlerons des solutions. Philippe Germain, président du gouvernement en charge de l'agriculture, Nicolas Metzdorf, président de la commission du développement rural de la province Sud et Laurent Lebrun, directeur de Nord Avenir, seront nos invités. Et vous aussi, vous pouvez participer à ce débat. Nous attendons vos commentaires sur Twitter via le hashtag #SansDétourNC. Des tweets qui seront publiés tout au long de l'émission. Et vos questions à nos invités sont attendues, elles, sur notre page Facebook d'NC Première. Je vous le disais, nos invités de la première partie sont acteurs de cette agriculture calédonienne. Ils produisent, ils organisent, ils critiquent parfois. Claudine Verger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes agricultrice au col de Mouillerange. Vous faites entre autres de l'arboriculture, du maraîchage et vous êtes aussi vice-présidente de la Chambre d'agriculture. Jean-Christophe Gnottou, vous aussi, vous travaillez la terre du côté de Farino, salades, tomates, fraises, essentiellement en culture hors sol, et vous êtes le président de Repère, réseau professionnel pour une agriculture innovante et responsable. À nos côtés également ce soir, Flavien Pierson, directeur de l'UPRA bovine, et vous-même jeune éleveur, on en reparlera. Et enfin Martine Corneille, vous êtes la présidente de PLP. Alors mesdames et messieurs, on l'a entendu, la photographie globale est relativement alarmante. Peut-on parler aujourd'hui à votre niveau de précarité des agriculteurs? Flavien Pierson, je vous pose la question en premier. Vous êtes justement, vous, à titre personnel, dans cette démarche de lancer une exploitation. Donc précarité, j'irai pas jusque-là parce que bon, moi j'ai la chance d'être plus réactif. Donc pour le moment, j'arrive à équilibrer tout en développant mon exploitation. Soyons clairs, plus réactif, en gros c'est parce que vous avez un emploi de salarié qu'aujourd'hui vous pouvez tenter l'aventure de l'agriculture. Oui, parce qu'à l'heure actuelle, donc tout ce que je gagne au niveau agricole me permet de réinvestir dans l'exploitation dans l'objectif d'un jour être rentable. Donc je vis parallèlement avec mon salaire de directeur de l'UPRA. Jean-Christophe Gnottou, vous vous êtes lancé dans l'agriculture en 2010, c'est tout récent. Les choses n'allaient déjà pas très bien. Pourquoi finalement avoir malgré tout tenté le diable? C'est clair que je fais peut-être partie des gens qu'on peut considérer comme un peu fous, parce que c'est un métier qui est compliqué, qui est dur. Tout à l'heure, on parlait de précarité. Aujourd'hui, le salaire moyen d'un agriculteur, c'est 156 000 francs. Donc, c'est clair que je suis vraiment allé à contre-courant. Mais pour moi, c'était une évidence. À un moment, la passion a pris le dessus sur le reste et j'ai vraiment voulu me lancer dans ce métier. Alors Claudine Verger, vous avez un peu plus d'expérience sur votre exploitation. Vous avez même aujourd'hui des salariés à temps plein ou saisonniers. Quelle est votre situation, j'allais dire, sociale? Est-ce que vous comprenez, vous vous sentez précaire? Alors, j'aime bien parler de ce qui s'est passé auparavant. Donc, ça fait 25 ans que je suis en agriculture. Auparavant, on ne pouvait pas trouver des formations adaptées sur le territoire. Il fallait aller à l'extérieur. Ça a été mon cas. J'étais obligée de me former en Australie. Puis, je suis revenue sur le territoire. Aujourd'hui, on a tous ces outils qui sont à notre disposition et c'est que du bonheur, que du plaisir de travailler en agriculture et de pouvoir produire pour que nos consommateurs ont des produits sains et de bons produits sur leur table. Merci. Donc que du bonheur, ça veut dire que ces difficultés très financières, on le sait, à aujourd'hui en tout cas, les agriculteurs n'ont pas de régime de retraite, les conjoints qui travaillent n'ont pas de reconnaissance. Vous en souffrez ou vous arrivez à vous en satisfaire? Quand vous faites l'agriculture par vocation, je veux dire, vous arrivez à passer au-dessus de tout ça. Je veux dire, il arrive un moment où c'est vrai qu'on sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, comme le statut d'agriculteur, la retraite et tout ça. Donc tout ça, on sait qu'il y a
il y a un travail qui est fait par le gouvernement. Et ces choses-là, on leur fait confiance. Ils vont résoudre tous ces problèmes-là. Nous, on sait que sur nos exploitations, on a des problématiques importantes à régler. Notamment, on essaie de toujours maîtriser notre coût de production pour pouvoir tenir le coup. Voyez, et donc, à partir du moment où on arrive à faire ça, à être productif, parce que le constat qu'on a pu faire, tous ceux qui sont autour de cette table ont pu constater qu'on est aujourd'hui que 2800 agriculteurs inscrits au registre de la Chambre. De moins en moins, mais de plus en plus vieux. Et voilà, et la population augmente, elle ne cesse d'augmenter. Donc voilà, si demain, je veux dire, on n'arrive pas à tenir déjà le peu d'agriculteurs qui sont sur le terrain, ça sera une catastrophe pour le pays. Martine Cornaille, vous êtes connue pour être à la pointe, à l'avant-garde de la critique et pour faire évoluer cette agriculture. Est-ce que cet aspect social aujourd'hui, vous l'entendez? Est-ce qu'il est compatible finalement avec la révolution que vous attendez parfois de cette agriculture calédonienne? Mais c'est plus que compatible, c'est une conséquence. L'agriculture, aujourd'hui, conventionnelle, telle qu'elle est pratiquée, ne fait le bonheur de personne, et surtout pas des professionnels. Donc c'est la raison essentielle qui nous pousse à dire il faut changer de modèle pour les agriculteurs. Alors évidemment, il y a d'autres raisons, sanitaires et environnementales, qui nous guident dans notre démarche. Mais aujourd'hui, vous l'avez dit en introduction, Angélique, tout le monde est mécontent de la situation en matière d'agriculture. Donc il faut réformer les choses. On ne peut pas continuer comme ça. S'agissant des revenus des agriculteurs, je voudrais dire un mot. J'ai l'impression que la situation des agriculteurs au plan financier peut être très hétérogène. Parce que, par exemple, j'ai eu à rendre visite à un agriculteur sur la côte ouest qui m'a dit « Je gagne 150 000 francs par mois, mais je paye 5 millions de traites. » Donc, il n'y a pas que le revenu reste à vivre, il y a aussi la constitution d'un capital. Lorsqu'on emprunte pour payer des terres ou pour payer des installations, on se constitue un capital et quelque part, c'est une épargne. Donc, il ne faut pas réduire le revenu des agriculteurs au reste à vivre. Il y a bien autre chose. La question, oui, Jean-Christophe Noteau. Je souhaiterais réagir quand même par rapport à ça, parce que lorsqu'on parle de constitution de capital, il faut quand même considérer que souvent ce capital, lorsque l'agriculteur vieillit, n'ayant pas de statut et de retraite, aujourd'hui ce capital souvent sert de faire sa propre retraite, parce que beaucoup d'agriculteurs arrivés en fin de carrière ont une seule possibilité, c'est de vendre son exploitation pour pouvoir continuer à vivre. La différence, c'est que pour une personne qui est salariée, au cours de sa vie, elle constitue elle aussi un capital en achetant sa maison, son appartement, mais lorsqu'elle arrive à la retraite, elle touche sa retraite, elle touche une retraite de la CAFAT ou de l'administration. Ce n'est pas le cas des agriculteurs. Demain, si un agriculteur a besoin de vendre son exploitation parce qu'il n'arrive pas à la transmettre à ses enfants, il la vend pour payer sa retraite. Mais après, ça dure combien de temps? Une propriété, ça se vend 30, 40, 50, 60 millions, peut-être plus, il y en a d'autres. Oui, mais quand vous achetez une maison à 30 millions, il reste combien? Et que vous utilisez cet argent tous les mois un petit peu. Mais il faut arrêter d'imaginer qu'il y a un enrichissement extravagant. On sait qu'il y a eu une formidable plus-value sur les terres agricoles. Leur prix a considérablement Croyez-moi que nous en souffrons. Parce que les jeunes agriculteurs aujourd'hui, c'est évident. La plus-value est particulièrement due à l'agrandissement de l'agglomération. Aujourd'hui, l'agglomération, elle va presque jusqu'à Boulou-Paris avec le lotissement qui a été créé. Et tout ça, ça ne fait que pénaliser les agriculteurs, sans compter les terres vendues pour des gens qui ne font pas d'agriculture. Alors justement, l'un des freins, vous l'avez évoqué, c'est le premier qui est souvent observé, c'est l'accès au foncier, l'un des freins au développement de cette agriculture. Un foncier trop rare, trop cher, même pour l'élevage, qui occupe pourtant 96% de la surface agricole utilisée, la fameuse SAU pour les techniciens. Alors, illustration tout de suite du côté de Poya, où Valérie Jonot et David Sigal ont rencontré Jean-Michel Nagle et Sébastien Gauvin. Jean-Michel Nagle, 61 ans, est éleveur à Poya. Sébastien Gauvin, 33 ans, est le gérant d'exploitation d'une station d'élevage à Poya. 2 générations et un lien à la terre différent. Ça fait rien. Hey, hey. Opération délicate pour Jean-Michel Nagle, cavalier hors pair et éleveur. Ce matin, lui et son employé conduisent 200 têtes de bétail au bain antitique.
L'homme avec 30 ans d'expérience a hérité de cette propriété. Arrière-grand-père, grand-père, le papa et moi maintenant, hein, depuis 1924 sur l'exploitation. Oui. Et la relève est assurée ? Non. Trop difficile. Ce travail des bêtes n'intéresse pas pour l'instant ses enfants. Des questions se posent sur la future succession de cette propriété avec 700 bêtes. Sébastien Gauvin, lui, n'a pas de terre. Le gérant d'exploitation travaille et vit sur la propriété de son employeur. Salaire, 180 000 francs par mois pour un métier passion. C'est être libre, monter à cheval, travailler le bétail, être dans la nature, voilà, c'est tout. Le gérant et son équipe recensent aujourd'hui une partie du troupeau. Ce travail, il l'a trouvé après un BTS option élevage et après avoir abandonné l'idée d'être propriétaire. Les terrains proposés avoisinaient il y a 15 ans les 60 millions pour 200 hectares. Oui, c'était un rêve, mais qui n'a pas pu se réaliser parce que c'était inaccessible. Puis ben voilà quoi. Ben, quand on peut pas, on trouve d'autres moyens quoi. Ben, après on est employé quoi. Mais bon, c'est sûr que j'aurais aimé avoir ma propriété à moi, mais voilà. Ben, quand vous pouvez pas, vous pouvez pas. Hein. Dans sa propriété de plus de 500 hectares, Jean-Michel Nagle conduit maintenant son troupeau vers de nouveaux pâturages. Son élevage lui permet de dégager un revenu de 250 000 francs par mois, une fois ses frais payés. On peut dire qu'on peut vivre de l'élevage, oui, il y a eu une amélioration au niveau de l'achat des bêtes. On peut vivre à condition d'avoir des bonnes terres et de la surface. Parce que sur l'ensemble du territoire, c'est quand même variable les terrains. Les propriétés, on ne peut pas... ce qui est faisable ici n'est pas faisable sur une autre exploitation et vice-versa. Les parcours de Jean-Michel Nagle et de Sébastien Gauvin résument les problématiques de l'élevage. Succession difficile, cherté de la terre agricole, diminution de la production bovine. Alors, pour Jean-Michel Nagle, comme pour son jeune homologue, une solution. Je pense qu'il y a un gros travail à faire de réflexion, d'utiliser la situation, parce qu'on parle aussi de que les terres doivent revenir à certains sur le territoire. Et je pense qu'en ayant des terres de location, ça simplifierait beaucoup de problèmes. C'est ça la vraie solution, c'est les bouts de 99 ans. Parce que bon, ben, après, le gars, attention, hein, quand il achète un détracteur, quand il achète un stockeur comme celui qui est ici, tout ça là, ça ne se rembourse pas. Je veux dire, au bout de 15 ans, vous commencez à voir à peine le bout du tunnel, quoi. Aller vers plus de fermage, comme en métropole, un nouveau chemin semble s'ouvrir pour la survie de l'élevage extensif en Nouvelle-Calédonie. Voilà, et je vous rappelle que vous pouvez réagir tout au long de cette émission via Twitter et le hashtag sans détour NC. Flavien Pierson, forcément, jeune éleveur que vous êtes, on vous demande votre réaction. D'abord sur cette problématique qui se pose avec plus d'acuité sur l'élevage. C'est quand même 96% aujourd'hui la surface agricole et c'est une filière qui se meurt, entre guillemets. L'élevage, c'est clairement lié au foncier. C'est-à-dire qu'en Calédonie, en zone tropicale, on est obligé d'avoir un minimum de 2 hectares pour élever une vache. Donc après, avec les cours actuels de la viande, une exploitation, pour être rentable, il faut qu'elle fasse la taille de celle qu'on vient de voir, de celle de Jean-Michel Nagle, c'est-à-dire voilà, il faut un minimum de 300 vaches mères pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer et puis avoir un salaire honnête. Donc le foncier, c'est clairement un problème. Donc, est-ce que vous partagez là l'avis des deux éleveurs qu'on vient de voir, qui disent voilà, la solution c'est ces fameux baux ruraux qui existent en métropole depuis 60 à 70 ans et qui sont là, on va dire, en tout cas un texte est déposé sur le bureau du Congrès pour que ce soit opérationnel en Calédonie pour le début d'année? C'est sûr qu'au vu du prix actuel du foncier privé, c'est difficile d'en acquérir. Par contre, il y a des énormes surfaces qui sont à l'heure actuelle pas du tout exploitées et qui pourraient l'être au travers de baux. Donc là, pour le moment, la difficulté, c'est de sécuriser ces baux. C'est-à-dire qu'un éleveur ou n'importe quel agriculteur, il doit avoir la sécurité que quand il investit, c'est sur le long terme. Donc l'agriculture, c'est vraiment le long terme, c'est un minimum de 15-20 ans pour pouvoir avoir une exploitation qui fonctionne, surtout qu'à l'heure actuelle, les terres qui ne sont pas exploitées sont en friche, donc c'est des heures et des heures de travail
Donc ça demande vraiment une sécurisation du foncier. Pour la partie végétale qui se porte, il faut être honnête, un petit peu moins mal, pardon. Est-ce que cette solution aussi là, de la location à long terme, finalement, c'est ça les baux ruraux, le fermage, est-ce que c'est une solution aussi? On pense bien sûr à tous ces jeunes qui voudraient devenir agriculteurs. Claudine Verger. Oui, tout à fait. C'est une solution et ça, c'est l'une des meilleures solutions qui ait pu être évoquée. Parce que le coût du foncier, vous avez vu, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, déjà, un jeune qui s'installe à la terre, comment voulez-vous qu'il honore ses traites Je vous pose la question, vous qui êtes, vous l'avez dit, installé depuis 25 ans, il y a aussi la terre, c'est culturel. Finalement, est-ce que la seule sécurisation juridique de ce contrat de location suffira pour que les propriétaires laissent leur terre à de jeunes agriculteurs? Il faudra proposer ça aux propriétaires, voir s'ils seraient d'accord de rentrer dans des démarches telles que celle-ci. Mais si le propriétaire est en accord avec le jeune qui veut se lancer en louant ses terres, je reste persuadée que ça marchera. Alors, l'un des freins, bien sûr, ou en tout cas l'une des problématiques qui est souvent au cœur du débat, c'est celle de la qualité d'un point de vue sanitaire et environnemental. Elle est donc avec de nombreux questionnements liés à l'utilisation des produits chimiques, à commencer par les engrais. 4300 tonnes étaient utilisées en 2002, 4100 en 2013. On le voit, pas d'évolution significative finalement sur ces 10 années. L'autre volet de cette question, c'est bien sûr l'utilisation des produits phytosanitaires, cette fois pour protéger les cultures des ravageurs. Et là, en revanche, on observe une nette diminution avec un volume d'importation qui a été divisé par 3 en 10 ans. Martine Cornaille, est-ce que quand on voit ça, cette courbe-là, on se dit finalement, il y a matière à être satisfait? Oui, alors cette diminution ne s'est pas faite spontanément. En tout cas, la plus grande part de la diminution est liée à l'insécurité juridique que nous avons fait régner donc depuis quelques années, puisque nous avons esté, une trentaine de fois contre le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour demander au juge administratif l'annulation d'arrêtés d'homologation de pesticides et voire même de délibération encadrant ces produits chimiques toxiques que l'on répand volontairement dans l'environnement. Donc nous estimons qu'il y a chez un certain nombre d'agriculteurs de la bonne volonté, mais malheureusement, pour arriver au résultat que vous venez de citer, il a fallu se battre. Et je considère qu'aujourd'hui, ce n'est encore pas gagné, parce qu'il n'y a rien de plus difficile à réformer que les mentalités. Alors Jean-Christophe Gnotou, justement, vous êtes, je le rappelle, président de Repère, donc Réseau d'agriculture responsable. Finalement, est-ce que vous êtes un cas à part dans l'agriculture calédonienne ? Non, nous ne sommes pas un cas à part, parce qu'aujourd'hui, le réseau Repère représente 40% de la production locale de fruits et légumes frais. 45 exploitations, 6500 tonnes de production mise en marché. Donc non, nous ne sommes pas un cas à part. Et sur ces 45 exploitations, 14 sont certifiées en agriculture responsable, représentant à peu près 2700-2800 tonnes de production. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous n'utilisez pas, peu quel est votre rapport à ces produits phytosanitaires ? Alors la philosophie qui prévaut en agriculture responsable, c'est de mettre tout en œuvre au préalable pour la bonne santé de la plante, afin d'éviter justement tous les traitements phytosanitaires. Maintenant, les traitements avec des produits de synthèse ne sont pas interdits et ils sont utilisés lorsque c'est nécessaire. J'ai envie de dire au même titre que par exemple pour la santé humaine. On n'est pas dans une configuration où on ouvre chaque matin sa pharmacie et on se dit qu'est-ce que je veux pouvoir prendre comme médicament ce matin. En agriculture responsable, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on ne traite pas tous les matins et on traite uniquement lorsque c'est nécessaire. Et comme on va chez le médecin, on a une ordonnance, on se soigne, c'est pareil. La santé de la plante fonctionne exactement comme la santé humaine. On doit faire en sorte de produire et donc on utilise uniquement lorsque c'est nécessaire. Martine Cornaille, la comparaison avec l'utilisation des médicaments n'a pas l'air de vous plaire. Non, je crois qu'il faut insister sur le fait que la situation que décrit Jean-Christophe, là, devrait être la norme. C'est-à-dire que pour vous, c'est encore une exception. Voilà, ne traiter que lorsque c'est nécessaire, c'est le minimum. Respecter la réglementation, c'est aussi un minimum. Donc je suis effarée qu'on fasse autant de cas de ce label qui devrait en fait ne pas exister, puisque, encore une fois, ces comportements devraient être
la norme. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Martine Corneille, on part de très loin. Est-ce que il ne serait pas, j'allais dire, positif dans le débat de société de souligner aussi les avancées? Est-ce que vous n'avez pas l'impression finalement de souvent stigmatiser ces agriculteurs? Alors, nous, on ne stigmatise pas les agriculteurs. On stigmatise d'une part des molécules et les responsables administratifs et politiques qui donnent droit de cité à des produits dans l'Union européenne à déclarer la toxicité ou l'écotoxicité incompatible avec une homologation. Donc, chaque fois qu'on a esté, c'était pour s'élever contre le fait que la Nouvelle-Calédonie, au seul motif qu'elle est compétente, ne mettait pas en œuvre le principe de précaution en autorisant sur son territoire des substances actives dont l'Union européenne ne veut pas. Notre santé vaut celle des Européens. Quant à notre environnement, il est certainement au moins aussi précieux que l'environnement européen. Claudine Verger, quelle est votre pratique? On l'a dit encore une fois, vous avez... Si je peux réagir sur, bien sûr, allez-y. Sur le phyto, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs ont bien pris conscience des enjeux de la société et ils sont, comment je veux dire, ils se sont... Avec les années, on les a vus se professionnaliser, notamment en faisant des formations, chose qu'il y a 20 ans, on demandait à nos anciens d'aller se former. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, je n'ai pas envie. Aujourd'hui, même nos anciens, ils vont se former. On voit comment il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment le certifito. Vous avez aussi des échanges qui sont faits avec Ensemble pour la planète, avec le gouvernement et tout ça, avec les professionnels. Aujourd'hui, on arrive à discuter tous ensemble de ce problème-là. Quand on parle de stigmatisation, c'est vrai qu'il y a eu 2 ou 3 agriculteurs qui ont fauté, mais le souci, c'est que peut-être, quand ça a été médiatisé, on a généralisé le problème, quoi. Si on est clair, pour être un petit peu transparent, on l'a dit, il y a un petit peu plus de 2800 agriculteurs inscrits. Oui. Quelle est pour vous la proportion de ceux qui auraient de bonnes pratiques et de ceux qui seraient un petit peu plus négligents? Aujourd'hui, je dirais que tous les agriculteurs sont dans la démarche. Pourquoi? Parce que constamment, on a un service communication à la Chambre d'agriculture qui envoie chez nos 2800 agriculteurs la Calédonie agricole. On a l'essentiel, on a le bulletin de santé qui est envoyé chez nos agriculteurs pour les sensibiliser sur ce problème. Parce que, je veux dire, qui a envie de manger des pesticides demain, quoi? Qui a envie de... Personne. Et nous, on a envie d'empoisonner personne. Et donc, il y a une motivation, une démarche qui a été faite. Et aujourd'hui, je dirais que tous les agriculteurs sont à fond dans cette démarche-là. Voilà, alors, et chacun fait à leur rythme après. Je vous fais part d'une question d'internaute, justement, qui fait écho à vos propos. Impossible de trouver les bons produits au goût d'autrefois. C'est une catastrophe, l'agriculture calédonienne, qui utilise trop de pesticides et qui, à long terme, sera la cause de cancer. Comment vous réagissez quand vous entendez ces réactions de consommateurs, Jean-Christophe Gnotou? Moi, quand j'entends ça, je suis vraiment attristé. Je me dis qu'il y a vraiment eu, à un moment, un vrai souci. Il y a eu de la friture sur la ligne. On est vraiment en décalage par rapport à la réalité. Et aujourd'hui, l'agriculture calédonienne est stigmatisée en permanence. Alors je pense que l'œuvre de PLP a fonctionné, mais clairement... Donc, fonctionné, c'est-à-dire parce que tout à l'heure, c'était ce que disait Martine Corneille, il a fallu pousser, il a fallu forcer. Est-ce qu'en effet, l'agriculture s'est modernisée, a progressé à marche forcée? J'allais quand même mettre un bémol, parce que malgré tout, l'œuvre de Martine Corneille a fonctionné, et de PLP, excusez-moi, mais aussi nous a forcé à évoluer. Donc il y a aussi... il faut toujours dire les choses positives. Elle nous a forcé à évoluer, elle nous a forcé à nous regrouper, et c'est ça qui a prévalu à la création des signes de qualité en Nouvelle-Calédonie, etc. Donc aujourd'hui, ce que nous souhaiterions, et je vous le demande en face ce soir, c'est de recevoir au moins un encouragement, parce qu'on ne peut pas en permanence faire des efforts, essayer de rassurer le consommateur, et toujours être stigmatisé. Il y a un moment, on se dit, c'est pas juste, quoi. On va se projeter un petit peu justement sur l'avenir avec cette question. Pourra-t-on un jour faire autrement? Où en est la recherche sur ces questions de lutte biologique? Eh bien, l'Institut agronomique calédonien concentre ses efforts sur ce sujet, testant des centaines de molécules issues de notre biodiversité pour tenter de remplacer ces produits chimiques. C'est le cas notamment de Christian Mille. Il est donc chercheur entomologiste et lui, il travaille spécifiquement sur la mouche des fruits. On est parti sur des molécules qui aujourd'hui
arrive à tuer entre 50 et 90% des mouches testées en laboratoire. Bien sûr, ça c'est une phase un peu d'évaluation de cette mortalité. Et ensuite, il va y avoir une phase réelle au champ ou en extérieur, en conditions réelles. Et là, on peut avoir malheureusement des mauvaises surprises. Le souci, c'est que voilà, on a les moyens aujourd'hui que l'on a et on ne peut pas faire plus vite. C'est-à-dire qu'on arrive à aller un petit peu plus vite quand les bonnes années, on a par exemple un ou une stagiaire qui peut nous faire avancer bien les différents essais, les différents biotests. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué financièrement parlant, donc on est un petit peu limité. Alors on l'entend, la recherche existe, la recherche avance et en même temps on voit bien qu'elle n'a pas forcément les moyens d'aller à la vitesse que la société lui demande. Martine Cornaille, quels sont vos espoirs justement dans ces nouvelles méthodes? Alors je voudrais redire que pour les environnementalistes que je représente, l'agriculture c'est forcément avec 0 pesticides. Hein. Donc on est loin du compte quand on nous targue d'être des ayatollahs, compte tenu du combat que l'on mène, c'est-à-dire d'exiger que la Calédonie s'adosse à des référentiels sanitaires et environnementaux européens, on est vraiment dans le soft. Hein. Alors, 0 pesticides, vous voulez réagir, Claudine Verger? De toute façon, c'est l'agriculture de demain. L'agriculture moderne, elle est sans intrants. L'agriculture moderne, elle respecte l'environnement. Cela étant dit, nous considérons aussi que les agriculteurs, parce qu'ils vont protéger l'eau, parce qu'ils vont protéger la biodiversité, doivent recevoir une juste rémunération de la part de la société à laquelle ils rendent ces services. Donc il faut réorienter les flux financiers qui aujourd'hui sont destinés à exonérer de taxes, par exemple, les pesticides à l'entrée en Nouvelle-Calédonie, ou à proposer une aide à l'énergie, ou à proposer une aide aux engrais de synthèse. Claudine Verger, si on vous donne plus de moyens, plus de subventions, est-ce que vous êtes capable de faire sans pesticides ? Aujourd'hui, on est beaucoup d'agriculteurs, on a la chance maintenant, on a Internet, on a tout ça à fouiner, à chercher des techniques pour pouvoir ne jamais traiter sur nos exploitations. Mais ce soir, j'ai une pensée quand même pour tous les arboriculteurs là, qui ont eu des attaques de papillons-piqueurs sur leurs agrumes. Parce que quand on parle d'arboriculture, c'est comme si on parle d'un médecin sans médicaments. Pourquoi ? Parce que plus l'arbre vieillit, plus il a besoin de soins. C'est comme un être humain. Plus il vieillit, plus il a besoin de soins. Aujourd'hui, on utilise 0 pesticides. Et donc, on a eu toutes nos récoltes, nos fruits par terre, même en ayant fait de la prophylaxie, tout ça. On a eu tous nos fruits par terre, on n'avait que nos yeux pour pleurer. Donc, tout ça, c'est bien, voilà. Mais comment je veux dire, on n'a pas eu d'aide là-dessus ou quoi que ce soit. On n'attend rien des institutions. On n'avait que nos yeux pour pleurer. C'est un constat, c'est une réalité. Et voilà, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas généraliser le problème des pesticides. Il y a des agriculteurs qui sont à fond dans la démarche et même s'ils sont malheureux de voir leur production à terre, et ben voilà, ils se contentent des faits. Jean-Christophe Notou. Je voudrais réagir sur le fait que l'agriculture biologique, on n'est pas contre. L'agriculture responsable, c'est déjà une première grande étape. La problématique aujourd'hui, c'est que on n'a pas de centre de recherche qui travaille sur le sujet. Clairement, je veux dire, on n'a pas de recherche, on n'a pas d'expérimentation. Alors il y a de la recherche, il y a de la recherche, oui, sur des sujets très très précis, comme la mouche du fruit. Mais je veux dire par là, ça va pas assez loin pour vous. Voilà, en maraîchage en particulier, les recherches de terrain se sont arrêtées à la fin des années 2000. Depuis, les centres de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire ? La politique ne se donne pas les moyens de cette agriculture. Ils ont réorienté les budgets sur l'IAC, notamment sur les stations maraîchères, a réorienté ces budgets et travaille sur d'autres sujets. Depuis la fin des années 2000, il n'y a aucune recherche faite en maraîchage en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a que la DECAL qui fait des efforts sur les grandes cultures, sur le SCV, et ça fonctionne bien. Mais sur le maraîchage pur et dur, il n'y a rien. Donc, moi, demain, s'il y a une expérimentation qui est faite, s'il y a un protocole qui m'est proposé, on me dit « Tiens, Jean-Christophe, tu fais de la salade, de la tomate, de la fraise, voici le protocole à suivre et tu seras en agriculture biologique », mais je serai le premier à le faire. Pour moi, c'est un traumatisme de faire un traitement. C'est un traumatisme. Je déteste faire ça.
C'est une problématique à laquelle l'élevage n'échappe pas. Le principal parasite, il est bien connu, c'est la tique du bétail. Alors là, Flavien Pierson, on le sait, la lutte chimique atteint sa limite aujourd'hui, elle est moins efficace. Et là encore, nous avons voulu savoir si ce 100% naturel serait atteignable un jour. Et pour cela, nous avons rencontré Thomas Hu, lui aussi est chercheur à l'ISC, donc spécialiste de ce traitement de la tique du bétail. Depuis 15 ans, on observe une transformation du cheptel calédonien, avec l'arrivée de Brahman depuis les années 2000 et dernièrement des nouvelles races résistantes depuis l'Australie, comme le Snapple, le Droughtmaster ou le Belmont Red. Nous avons d'autres axes de recherche, comme le développement d'un vaccin contre les tiques. Donc ça, c'est quelque chose, les essais sont en cours actuellement. On espère avoir des résultats opérationnels pour les éleveurs d'ici 4-5 ans. Et notre troisième voie de recherche, c'est la recherche de molécules ayant des activités contre les tiques dans les plantes de Nouvelle-Calédonie. Nous avons déjà testé à peu près 300 extraits depuis 3 ans environ. Et donc nous avons quelques familles de plantes qui ressortent comme étant efficaces, comme les rutacées, comme la pomme cannelle ou les poivres. Et donc aujourd'hui, on essaye d'identifier dans ces familles-là les molécules qui sont réellement actives, qui pourraient être ensuite utilisées sur le bétail. Alors Flavien Pierson, la viande calédonienne et la viande bovine est-elle saine aujourd'hui, et notamment sur le traitement de cette tique? Est-ce que vous utilisez encore des pesticides? Donc ce qu'il y a, c'est que, comme l'a dit Thomas Hu, le cheptel calédonien est en train de massivement évoluer. C'est-à-dire que avec l'inefficacité des produits contre la tique, c'est-à-dire qu'on est maintenant en train de tropicaliser le troupeau, c'est-à-dire qu'on utilise des races tropicales, donc des races qui ont évolué dans un milieu similaire à la Nouvelle-Calédonie avec des grosses pressions parasitaires. Donc on parle de la tique, on parle aussi des parasites internes, de la résistance à la sécheresse. Donc là, on a maintenant des outils, donc différentes races, donc des races issues de zébus, donc le Brahman, le Droughtmaster, le Santa Gertrudis. Et on a aussi d'autres races, comme l'a dit Thomas Hu aussi, donc le Belmont Red, le Snapple, qui sont donc des outils qui sont à l'heure actuelle utilisés par les éleveurs pour plus avoir à se soucier de la problématique de la tique, et également d'avoir des animaux qui sont plus résistants, plus adaptés à notre contexte, et qui sont plus faciles à élever et qui donc économiquement sont plus rentables à élever. L'une des questions que se posent nos internautes encore ce soir, on a pu voir quelques tweets sur ce sujet, c'est la question finalement, pourquoi aujourd'hui, même au niveau de la viande, mais surtout au niveau des fruits et des légumes, on arrive en Calédonie à avoir des produits locaux qui sont plus chers, sans parler de la qualité, mais plus chers que les produits d'importation. C'est une question qui est récurrente ce soir. Jean-Christophe Gnotou. Moi, je pense que c'est une vision de l'esprit. Je veux dire, c'est absolument pas le cas. Je veux dire, le prix des fruits et légumes, le problème, c'est qu'on a une vision qui s'arrête aux 4 premiers mois de l'année. Là où la distorsion du marché fait que la production locale est au plus bas, la demande est au plus haut, tout le monde veut manger des salades, et là, les prix sont les plus élevés. Et après, on s'arrête à ça tout au long de l'année. C'est le cas sur la tomate, c'est le cas sur la courgette. Sur la salade. Donc, ce qu'il faut être capable de dire, c'est que sur l'année, le prix du fruit et légumes n'a rien à envier à ce que peut avoir dans le bassin. J'ai fait un voyage récemment en Australie, j'ai fait un relevé de prix, j'ai ici les prix. Dans un supermarché en Australie, il y a quelques semaines, la tomate, 7,90 $, ça fait 670 francs, l'aubergine, 590, la courgette, 590, et le concombre, 210 francs pièce. Je ne pense pas qu'on ait vraiment à rougir, quoi, si on compare avec ce qu'il y a dans le bassin autour de nous. Maintenant, il me semble qu'à un moment, on doit être capable de répondre honnêtement à 2 questions sur le prix des fruits et légumes. La première, c'est cher par rapport à où et cher par rapport à quoi? Donc par rapport à où? Par rapport à nos voisins, je pense qu'on n'a pas... Par rapport à l'importation. Le Calédonien regarde ce qu'il a, j'allais dire, dans les étals, dans son marché, dans son supermarché. Mais, franchement, vous croyez que l'importation va sauver le panier de la ménagère? C'est absolument faux, c'est à l'heure. Aujourd'hui, l'Australie, la Nouvelle-Zélande en particulier, qui est notre principale source d'approvisionnement, ces 2 pays ont signé des accords de libre-échange. On fait un peu de macroéconomie, excusez-moi, on signait rapidement, on signait des accords de libre-échange avec la Chine. Vous pensez franchement que la Nouvelle-Calédonie soit d'un intérêt particulier pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Mais qu'est-ce qui va se passer dans les années à venir avec une croissance à 2 chiffres de la population
de la classe moyenne en Chine qui veulent des protéines, des fruits et légumes propres comme tout le monde. Mais ça va être un aspirateur. Et vous croyez que nous, on va dire, tiens, envoyez-nous 40 tonnes de tomates, 40 tonnes de courgettes et 40 tonnes de concombres. Mais ils vont nous envoyer déjà ce qu'ils ont envie, ce qui ne sera pas forcément la meilleure qualité. Et puis à quel prix ? Ça nous renvoie, le temps passe, Jean-Christophe Pierson, à la problématique globale finalement de l'agriculture aujourd'hui. Est-ce qu'on est capable de produire mieux ? On en a parlé. Est-ce qu'on est capable de produire plus ? Est-ce que vous, agriculteurs, vous, éleveurs, vous êtes capable de produire plus ? Oui. Claudine Verger, sous quelles conditions ? Pourquoi aujourd'hui ça n'est pas le cas ? Je peux répondre d'avant sur Bien le prix là, parce que c'est vraiment important. Voilà, c'est vachement important. Est-ce que l'alimentation n'a pas de valeur pour ceux qui parlent d'un prix? Parce que quand je les vois acheter des portables ou des cigarettes, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, quand on met un prix sur un fruit et légumes, je veux dire, si on veut quelque chose de qualité et qu'on met le prix, je veux dire, je trouve ça logique de mettre le prix pour avoir quelque chose de qualité. Les gens veulent des produits sains et ils ne veulent pas mettre le prix. Parce que, voilà, ils trouvent que l'importation est beaucoup moins chère. Mais est-ce une solution? Moi, je pense que comment je veux dire, ça ne sera jamais une solution. Ce qu'il faut faire, c'est inciter nos producteurs à produire plus. Là, on arrive en plein dans le débat de ce que vous dites. Et on a plus qu'intérêt de produire plus demain parce que la population, je vous dis, elle augmente et nous, on est de moins en moins. Est-ce que je peux illustrer ce que vient de dire Claudine? J'ai Allez-y. ici un échantillon. Vous nous avez amené quelque chose. J'ai un échantillon. Quelque chose de farineux. J'ai ce produit. Une barre chocolatée, que, comme tout consommateur calédonien, j'adore acheter lorsque j'arrive à la caisse du supermarché. Très rapidement, il nous reste quelques secondes. Ce produit coûte en moyenne 250 francs. Savez-vous ce qu'on peut avoir pour 250 francs aux fruits et légumes dans un supermarché aujourd'hui? Aujourd'hui, vous pouvez avoir 2 laitues comme celle-ci. Qu'est-ce que vous voulez nous dire finalement? Ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez avoir 3 tomates comme celle-ci. À Martine Corneille, est-ce qu'aujourd'hui la société civile, l'exigence du consommateur, j'allais dire, a perdu de vue? Les consommateurs sont parfois contradictoires, effectivement, parce que je suis d'accord avec Claudine, la qualité a un prix en matière alimentaire comme dans n'importe quel autre domaine. Il ne faut pas perdre de vue qu'il y a quelques décennies, le budget alimentaire représentait 60% du budget des familles. Maintenant, on est à 10%. Donc, bien sûr, on a d'autres envies à satisfaire, mais voilà, il ne faut pas perdre de vue que produire des produits végétaux de qualité ou animaux de qualité, ça se paye. Donc on a aussi une éducation des consommateurs. Je vous remercie vraiment de me le dire parce que moi, en tant qu'agriculteur, j'ai envie de vivre correctement de mon métier. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je serais... Il n'y aurait rien que de plus normal. Je ne vois pas que je serais condamné à voir ce qu'on voit actuellement à la télévision en métropole en boucle, avec des gens qui doivent bloquer les routes pour avoir des tarifs corrects pour leur production. Les agriculteurs en France meurent aujourd'hui. Moi, je ne veux pas d'une agriculture qui meurt en Nouvelle-Calédonie, je veux une agriculture qui vive, qui nourrisse la population. Je trouve ça scandaleux qu'on soit obligé d'aller bloquer les routes pour avoir un prix correct pour ce qu'on produit. Mais on ne peut pas arriver à ça en Calédonie. Pour conclure cette première partie, les invités de la seconde partie de l'émission, décideurs ou responsables politiques, vont vous succéder. Si vous aviez justement un message, une mesure, une priorité à leur soumettre, à leur suggérer, quelle serait-elle? Flavien Pierson. Donc globalement, pour l'élevage, on est quand même bien écouté par les instances politiques. Donc le levier à actionner vraiment si on souhaite augmenter notre autosuffisance en viande bovine, c'est celui du foncier. Parce qu'on a le savoir-faire, on a vraiment la capacité en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est d'essayer de mettre à disposition du foncier aux éleveurs actuels ou de nouveaux éleveurs qui voudraient se lancer dans cette... Martine Corneille. C'est proposer aux agriculteurs un accompagnement financier, technique, humain, pour que la conversion des pratiques ne reste pas de l'ordre du souhait, mais rentre enfin dans les mœurs, chez tous. Claudine Verger. Oui, alors le foncier, bien sûr, le statut d'agriculteur, et puis l'installation des jeunes à la terre, parce que nous, on aura besoin de relève, quoi. On est plus jeunes aujourd'hui, et qui continue les institutions qui continuent à nous accompagner, notamment sur des beaux outils comme le GDSV, le GDSA. Voilà, c'est une veille, une surveillance, un groupement de veille, de surveillance sur justement tout ce dont on vient de débattre, aussi bien dans la partie élevage que dans la partie végétale. Voilà. Jean-Christophe Pierson, votre... Pardon, Gnotou, excusez-moi, je fais confusion. Jean-Christophe Gnotou, plus d'agriculture raisonnée?
Responsable. C'est la même. C'est le seul souhait que j'ai aujourd'hui. Je me bats pour ça. Maintenant, on peut produire plus. Monsieur Mesdorf, juste après, parlera de la politique agricole de la province sud. Moi, je suis très satisfait en tant qu'agriculteur qu'un exécutif provincial nous parle enfin de politique agricole à 10 ans, nous parle enfin de sécurité alimentaire. Je veux dire, un pays riche ne peut pas continuer à vivre sur les importations. Un pays riche doit être en mesure de nourrir sa population. Et moi, c'est à ça que je veux œuvrer pour les 10, 20, 30 prochaines années. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre de votre contribution à ce débat. Pour ouvrir la seconde partie de cette émission, je vous propose un petit retour dans le passé, un passé encore très récent. Pénurie sur les étals et folie des prix, le duo infernal n'est pas nouveau. Il suscite même l'indignation des consommateurs depuis des années, comme nous le rappelle ce reportage de Claude Lindor et de Claude Breténier, tourné en février 2008. De 730 à 860 francs le kilo de tomates, la salade frise les 1200 francs dans certains établissements. Des prix de saison peu engageants. On nous demande de manger beaucoup de légumes. Malheureusement, on est obligé d'aller vers les surgelés. Quand on rentre dans les supermarchés et on voit les prix, on préfère tourner la tête. On ne pense pas à prendre des tomates parce qu'on sait que c'est cher aussi. C'est pas... On peut pas... Officiellement, cette hausse des prix résulte d'une pénurie due aux intempéries des dernières semaines. Pour pallier ce manque, le gouvernement ouvre chaque année le marché aux fruits et légumes d'importation. Les prix restent malgré tout très élevés. C'est vrai qu'aujourd'hui, la production se cale un peu sur les prix d'importation et inversement, l'importation se cale sur la production, ce qui fait qu'on a rarement des baisses. Pour tenter de mettre fin à cette pratique inflationniste de la loi de l'offre et de la demande, le gouvernement entend ouvrir plus régulièrement le marché aux produits d'importation. Son objectif, tirer les prix vers le bas. Il faut qu'il y ait de la concurrence. Donc une réflexion est entreprise depuis déjà plusieurs années et là les mentalités ont beaucoup évolué parce qu'aujourd'hui, que ce soit les agriculteurs, producteurs et que ce soit les importateurs, grossistes et détaillants, aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire qu'il faut prendre un peu plus en considération l'intérêt du client. Et dernièrement, donc, le président du gouvernement a déjà pris des mesures pour ouvrir les quotas d'importation. Par des inventaires plus réguliers de la production locale et une évaluation plus précise de la demande, le gouvernement souhaite désormais anticiper les pénuries saisonnières. Il parie sur une baisse significative des prix dans les semaines à venir. Philippe Germain, bonsoir. Bonsoir. Je rappelle, président du gouvernement et dorénavant en charge de cette agriculture calédonienne. Alors cette réalité du marché, de ces prix qui fluctuent, que les consommateurs ne comprennent pas, eh bien elle perdure. Est-ce qu'aujourd'hui il faut changer ce système, on le rappelle, de la commission flux et cotation? On ouvre l'importation quand on estime qu'il y aura pénurie avec une incertitude souvent évidente. Oui, il faut améliorer le système, puisque force est de constater qu'il ne fonctionne pas. On a d'un côté des difficultés à évaluer les volumes qui seront sur le marché, les volumes produits localement, et à la fois on a du mal à faire importer la totalité des quotas d'importation qui ont été délivrés. J'ai envie de dire, on gère la pénurie pour des questions de rentabilité. Est-ce qu'elle est gérée ou est-ce qu'elle est organisée? Ça peut être parfois le sentiment même de certains professionnels. Oui, elle est organisée. Quand je dis que l'ensemble des quotas ne sont pas importés et qu'au final on importe moins que ce qui a été autorisé, c'est qu'on a organisé la pénurie. Mais il ne s'agit pas de stigmatiser les uns et les autres, il s'agit de reprendre les discussions avec tout le monde. On a d'ailleurs acté ça dans l'agenda économique, social et fiscal, c'est de retravailler sur la commission flux et cotation, retravailler dans la méthode, c'est-à-dire identifier les difficultés et trouver les solutions. Moi, je me rappelle, en 2010, on avait le problème sur les oignons. On avait à la fois une pénurie d'oignons sur une partie de l'année et on avait des prix qui flambaient. J'ai réuni les agriculteurs d'un côté et les importateurs grossistes de l'autre et les distributeurs et on a décidé de mettre un nouveau mécanisme en place. Les distributeurs s'engagent à écouler et à acheter l'ensemble de la production d'oignons et ensuite ils sont libres d'importer, le tout sur une moyenne de prix qu'on a fixée à un équilibre entre la production et l'importation et depuis on n'a plus de pénurie d'oignons et on maîtrise un peu mieux nos prix.
Alors, Laurent Lebrun, je rappelle que vous êtes directeur général de Nord Avenir. Vous intervenez finalement en tant qu'agriculteur, ou en tout cas auprès des agriculteurs et donc de la province Nord. Est-ce que l'agriculture, on va dire, tribale en tout cas sur foncier coutumier aujourd'hui, a ces mêmes problèmes de distribution sur le marché ? La production en tribu, comme l'a démontré une étude de l'IAC, est égale à la production marchande en Calédonie. Environ 12 milliards par an. C'est cela. Cette production, par définition, elle est premièrement vivrière et ensuite elle s'écoule sur les marchés de proximité. Donc les problèmes sont différents. Est-ce que justement ces circuits courts qui sont aujourd'hui de plus en plus plébiscités par les consommateurs, est-ce que ça peut être un système à l'échelle du pays, un système organisé plus largement et donc réglementé aussi ? Philippe Germain. Alors, en fonction des produits, les systèmes doivent être différents. Aujourd'hui, on a le système, par exemple, dans la viande, le système de l'OCEF, qui permet à la fois de collecter sur l'ensemble du territoire les bêtes pour les abattre, les transformer et les distribuer également sur l'ensemble du territoire dans un coût optimisé. C'est un système. Il y a effectivement le système des marchés communaux qui permettent l'écoulement d'un certain nombre de fruits et légumes. Il y a le système qui est envisagé de carreaux ou de regroupement des professionnels à un endroit géographique pour offrir l'ensemble de la production et pouvoir organiser le marché et l'offre. Mais il y a également tout le système de la distribution qu'il faut revoir avec le nombre d'intermédiaires entre le producteur, les colporteurs, les distributeurs et avant les grossistes. Voilà. Il faut revoir quand c'est nécessaire, produit par produit, filière par filière, le mode de distribution qui est le plus adapté. Et puis mettre les gens autour de la table, comme j'ai dit, pour régler les problèmes. Souvent, on s'aperçoit que c'est des manques de communication, des habitudes qui ont été prises. Et voilà, on ne s'en est pas occupé suffisamment en amont. Il y a des crispations qui sont nées, alors que souvent par la discussion, et en tout cas c'est la méthode que moi je souhaite utiliser, c'est travailler dans la concertation, régler les problèmes et au dernier recours la réglementation. Alors Nicolas Metzdorf, vous êtes en charge de l'agriculture à la province Sud, la province qui a présenté il y a quelques semaines son plan jusqu'à horizon 2025, on l'a entendu, salué par une partie en tout cas des agriculteurs. L'objectif c'est clairement de progresser en matière d'autosuffisance, alors une autosuffisance en régression constante, 12 500 tonnes de fruits et légumes produits localement en 2013 contre 10 400 importés. Autrement dit, en volume, on importe quasiment autant, mais alors en valeur, les importations sont même supérieures. On a envie de dire que quand on regarde ces chiffres, on mesure finalement le manque à gagner pour l'économie calédonienne. Comment aujourd'hui réussir à produire plus à l'échelle du pays ? Ça passe forcément par la structuration des filières. On parlait justement de la filière fruits et légumes. Pourquoi on arrive très peu à approvisionner le marché local, même en période de production locale ? Parce que la filière fruits et légumes est une filière qui est très peu structurée, qui est très libérale, où les pouvoirs publics n'interviennent à aucun moment. C'est-à-dire que pour mettre en marché ces produits, il faut soit dépendre d'un colporteur, soit avoir son propre circuit de commercialisation. Vous avez déjà fait savoir votre souhait de mettre en place un équivalent finalement de l'OCEF pour le végétal, en tout cas ce que la province appelle un agrégateur. Voilà. Concrètement, comment ça va marcher ? Alors, c'est ce que l'on propose. C'est pas un OCEF, c'est un agrégateur où les privés géreront eux-mêmes cet outil-là. C'est-à-dire que ça ne va pas être encore la puissance publique qui va venir gérer et dire ce qu'il faut faire. Ce sont les producteurs et les grossistes qui se regroupent dans une structure où ils possèdent des parts et ils vont gérer la distribution, la commercialisation de leurs produits pour mieux approvisionner le marché local, parce que je pense qu'avant d'ouvrir les quotas à l'importation, on peut encore faire quelque chose pour la production locale en fruits et légumes. On n'a pas tout essayé et on a de grands espoirs dans cet agrégateur-là. Alors, on l'aura compris, l'agriculture, c'est une compétence partagée. Il y a un niveau gouvernement, il y a un niveau provincial. Laurent Lebrun, est-ce qu'aujourd'hui, les provinces, finalement, peuvent avoir, notamment Nord et Sud, peuvent avoir des stratégies différentes, justement, en la matière ?
Des stratégies différentes, je ne le pense pas, mais elles s'inscrivent dans une stratégie pays. La Nouvelle-Calédonie a la compétence de réguler les prix, d'organiser les productions. Les provinces interviennent en matière de soutien à l'investissement. Et pour notre part, c'est en province Nord ce qui a été fait déjà depuis des dizaines d'années et qui ont abouti à, d'une part, au renforcement de l'outil productif en province Nord et qui s'est traduit par une augmentation significative de la part de la production agricole calédonienne produite en province Nord, puisqu'elle est passée de 15% à 20% entre 2008 et aujourd'hui, à peu près. Donc c'est bien à la fois l'appui aux producteurs en matière d'investissement, l'appui à l'accompagnement des agriculteurs pour les professionnaliser, pour les rendre plus compétitifs, qui permettent de... J'ai entendu tout à l'heure dans la première partie de la soirée parler de produire plus. Nous pouvons produire plus. C'est évident que la Calédonie peut produire plus. Elle a la capacité à le faire. Reste à l'organiser, et comme disait Nicolas, en particulier au niveau des fruits et légumes, ce qui est important, c'est la régulation. La régulation de façon à assurer la fluidité des flux, et c'est ce qui a été fait en 2008-2010 avec la mise en place des contrats de production qui aujourd'hui ont permis sur les oignons, les choux et les carottes. Absolument. Et qui ont permis une augmentation significative et qui en tout cas ont évité des crises majeures comme c'était le cas à l'époque. Alors le foncier, vous l'avez entendu, c'est finalement l'une des préoccupations qui revient. Nicolas Metzdorf, la province Sud a préparé, et Calédonie Ensemble a déposé sur le bureau du Congrès, un projet donc, pour créer des baux ruraux. Finalement, est-ce que c'est la solution à cette difficulté qui perdure depuis des décennies du foncier? C'est une partie de la solution. Votre reportage sur les éleveurs de Poya, que je salue d'ailleurs, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il a montré, si vous voulez, la situation actuelle concernant le foncier. Il y avait un agriculteur, fils d'agriculteur, qui possédait le foncier, mais qui n'avait pas de successeur. Et il y avait un jeune agriculteur qui travaillait sur un foncier qui ne lui appartient pas et qui était, lui, fils de non-agriculteur. Parce que je connais bien la famille. Donc, si vous voulez, il y a un décalage de plus en plus qui se crée entre l'offre et la demande de foncier, c'est-à-dire que ceux qui détiennent le foncier vont être de moins en moins ceux qui vont pouvoir le mettre en valeur. Et il faut corréler cette offre et cette demande par la location. C'est pour ça qu'on a déposé le projet de loi du pays au titre de Calédonie Ensemble des baux ruraux qui permettra en tout cas de corréler cette offre et cette demande entre ceux qui veulent mettre en valeur le foncier et ceux qui veulent en tirer un revenu. Donc ce sont des baux qui dureront un minimum 9 ans, qui seront reconduits tacitement et il y aura des incitations fiscales, que Philippe Germain pourra vous en parler, qui seront accompagnées de ces baux pour que les propriétaires de la terre puissent mettre leur terre en location et que le locataire puisse venir investir en toute sécurité. Alors justement, une incitation fiscale, Philippe Germain, est-ce que ça veut dire que le seul loyer, le seul revenu qui reviendra au propriétaire de la location de sa terre ne suffit pas? Il faut lui proposer un avantage fiscal en plus? Oui. Alors, d'abord, pour revenir sur les baux ruraux, effectivement, c'est la solution. Vous avez vu que vos invités, les professionnels, l'ont réclamé, l'attendent de longue date, donc il fallait le faire. Ça vient d'être fait et c'est déposé sur le bureau du Congrès et le gouvernement va accompagner de mesures. Mais je rappelle qu'il y a l'objectif de l'accès à la terre, mais aussi de conserver à la terre son objectif, c'est-à-dire de rester une terre agricole de production, de conserver ce qu'on appelle sa destination. Donc aujourd'hui, on sait que les agriculteurs, ça a été dit dans votre première partie, sont souvent obligés de vendre leurs terres pour pouvoir continuer à vivre. Donc on leur offre la solution aux propriétaires terriens et notamment ceux qui sont en fin de carrière de louer leurs terres pour avoir des revenus et bien entendu de les inciter à le faire et donc comme tout dispositif qui démarre à la fois pour qu'ils conservent le revenu en totalité de la location de la terre et qu'ils y trouvent un intérêt, mettre une incitation fiscale, mais également pour les jeunes qui eux vont avoir leur premier revenu sur la terre, il s'agit de les aider à travers une incitation fiscale pour que l'ensemble de leurs revenus puissent les consacrer
au réinvestissement, au développement de la terre qu'ils vont louer, parce qu'ils n'auront pas tous des terres qui seront exploitables. Il faudra les mettre en valeur, donc qu'ils puissent investir et que nous également, là, on les incite à travailler la terre et continuer, persévérer, investir pour mettre en valeur les terres et augmenter la production calédonienne. Est-ce que la résolution du problème à plus grande échelle du foncier ne passe pas aussi par finalement un transfert et donc un réajustement, ou en tout cas de l'ADRAF et de ses missions aujourd'hui ? Nicolas Metzdorf. C'est un sujet qui est délicat parce qu'il concerne le foncier et notamment le foncier coutumier. L'ADRAF a été créée suite à la réforme foncière de 1978 pour la redistribution de la terre liée au lien à la terre. Et il faut savoir aujourd'hui si on arrête la redistribution au titre du lien à la terre et on passe à la mise en valeur des terres coutumières. Donc la question du transfert à la DRAF implique d'abord une décision politique de haut niveau. Ensuite, c'est vrai que la DRAF est le meilleur outil pour devenir un office foncier de type SAFER comme en métropole qui acquiert les terres agricoles pour les redistribuer à moindre coût à des agriculteurs qui ne possèdent pas de foncier et qui veulent le travailler. Mais c'est une décision éminemment politique. Laurent Lebrun, la situation est un tout petit peu différente sur le foncier dans le Nord. Finalement, la pratique de la location du fermage est déjà un petit peu plus avancée. Sur terre coutumière, il y a de beaux exemples de baux qui ont été passés. Et pour ce qui est de la province Nord, l'incitation a été toute simple, c'est que tout investissement de plus de 10 millions sur un foncier, qui soit d'ailleurs privé ou coutumier, passe par un bail et une sécurisation de l'exploitant. Donc ça existe Donc déjà, les baux existent, les baux ruraux sur terre coutumière qui ont été mis en place et rédigés avec l'appui de la DRAF. C'est quelque chose qui se pratique déjà depuis plus de 10 ans en province Nord. Allez, je vous soumets une question d'internaute. Elle fera écho à la première partie, à cette problématique sanitaire. Pourquoi la DAVAR, je m'adresse donc à vous Philippe Germain, pourquoi la DAVAR ne s'est jamais préoccupée du sort des éleveurs et des consommateurs malgré les appels du pied de PLP et de l'UFC Que Choisir? Autrement dit, est-ce qu'on est assez sensible à cette problématique sanitaire et environnementale? Ça a été dit dans la première partie. Les mentalités évoluent, les pratiques évoluent et la sensibilité de la population, donc des agriculteurs, a évolué avec les mentalités dans le temps. On a fait de gros progrès, on a divisé par 3. Et celle des politiques, est-ce qu'aujourd'hui elle est Oui, les politiques, à la pointe? Les politiques sont sensibilisées, mais vous savez, il y a beaucoup de travail. Il faut reprendre souvent ce qui a été fait. En matière phytosanitaire, il y a eu, ça a été rappelé, des combats juridiques entre les services du gouvernement et puis EPLP. On est arrivé aujourd'hui à une situation où il faut reprendre l'ensemble de la liste des produits phytosanitaires. Déjà, commencer par la classer. Aujourd'hui, cette liste, elle mélange à la fois des produits bio avec des produits qui sont plus sensibles pour la santé ou pour l'environnement. Donc on les classe, on met ce qui est bio, ce qui est peu sensible ou un peu plus sensible. On regarde effectivement par rapport au référentiel de chaque produit, comment on peut, à travers la recherche, on a eu un reportage sur la recherche, les substituts à ces produits. On fait un travail transparent. Pardon ? On a vu notamment qu'elle était faiblement dotée, la recherche. La recherche, comme ça a été dit, on fait avec les moyens de la Nouvelle-Calédonie. Et vous savez que maintenant, depuis 2 ans, malheureusement, les moyens de la Nouvelle-Calédonie sont réduits. Il faut pouvoir faire des choix, répartir les budgets sur l'ensemble des missions de la Nouvelle-Calédonie. Mais c'est une priorité. La recherche doit être soutenue puisque c'est une alternative aux produits biologiques, mais c'est aussi un outil de compétitivité, de professionnalisation, d'amélioration de la qualité des produits. Donc, de manière générale, oui, il faut soutenir un peu plus la recherche. Alors, on l'a vu aussi, l'un des problèmes, c'est que agriculteur aujourd'hui, c'est pas un métier qui fait forcément rêver la jeunesse, c'est un métier difficile. Comment revaloriser, notamment socialement, cette profession ? Nicolas.
On en a parlé, c'est le statut de l'agriculteur aujourd'hui. En étant très précis, c'est très aussi précis, un texte qui est en place. Les Qu'est-ce qu'on leur agriculteurs propose aujourd'hui n'ont pas le droit à la retraite, donc je l'ai annoncé dans le discours de politique générale. Il faut créer la retraite des travailleurs indépendants de manière générale, et donc ce qui vaut pour les agriculteurs. Il faut en parallèle leur donner la même couverture de santé que l'ensemble des Calédoniens, ou toute une partie des Calédoniens, en faisant la complémentaire santé pour qu'au-delà du RUAM, ils puissent avoir une meilleure couverture santé, et bien entendu accorder cette couverture sociale aux époux ou aux épouses pour que le statut du conjoint soit également pris en compte. Donc il faut les rassurer sur ce côté-là. Il faut leur donner accès, on en a parlé, à travers le foncier. Si l'agriculteur, au départ, n'a pas les moyens d'acquérir de la terre, il ne peut pas se lancer dans la profession. Donc il faut passer par les baux ruraux qui permettent d'enlever le coût de la terre dans la production, dans le travail ou dans les revenus pour pouvoir se lancer. Et on va redynamiser la profession. Et puis, ce qui a été dit tout à l'heure, il faut arrêter de stigmatiser. On a des professionnels en Nouvelle-Calédonie qui ont un travail qui est laborieux, qui va en progression et qu'on doit soutenir pour continuer à progresser. Il faut les encourager. Il faut que les pouvoirs publics les assistent en permanence, les écoutent. C'est ce que la province sud a fait pour permettre d'écouter les agriculteurs, voir quelles sont leurs attentes, adapter les politiques publiques pour permettre qu'ils produisent plus, mieux, comme ça a été exposé tout à l'heure. Alors produire plus, il y a la quantité, il y a aussi la diversité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on importe parce qu'on ne les produit pas. C'est d'ailleurs l'une des remarques de Géor, donc un internaute, qui nous dit on sait qu'un tiers de la production maraîchère, eh bien, ce sont des squash. Est-ce qu'aujourd'hui, là, les provinces ont l'intention ou est-ce qu'il faut réorienter les filières? Laurent Nicolas Metzdorf. Réorienter, je ne sais pas. La production agricole, c'est une production qui est économique. Là, on parle de la production marchande. Elle est économique, donc ce sont les acteurs qui décident de quoi ils produisent, ce qu'ils veulent produire, et c'est le marché qui va prendre ou ne pas prendre ce qu'ils produisent. Donc il y a un jeu d'offres et de demandes qui doit être respecté. Par rapport à la question qui est posée, il est possible de diversifier la production de fruits et légumes en Nouvelle-Calédonie. Je ne comprends pas bien la question parce que elle est déjà, il suffit d'aller sur le marché de la Moselle ou sur les marchés qu'on trouve en brousse. Il y a une diversité de produits qui est évidente. La province sud a notamment des ambitions en matière de riz. Est-ce que c'est réalisable sur le sol calédonien? C'est pas que la province sud, je suis sûr que Laurent voulait dire ça. Vous savez, la province sud, quand elle a une ambition, c'est pas seulement pour la province sud, c'est pour l'ensemble du pays. Oui, il y a des résultats qui sont en tout cas encourageants sur les essais de riz. On sait que les Calédoniens sont de gros consommateurs de riz et donc toujours dans l'objectif d'autosuffisance alimentaire, il est intéressant de se pencher sur cette filière à condition qu'elle soit économiquement viable. Il n'est pas question de lancer une filière qui sera sous perfusion des pouvoirs publics juste pour se vanter qu'on fait du riz en Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment, on est dans une période d'essai qui va durer 2-3 ans pour savoir si on peut vraiment produire du riz avec une viabilité économique derrière. Ça, c'est très important à souligner. Ensuite, vous posiez la question, je crois, sur l'orientation des filières. Alors le squash revient régulièrement en disant on produit du squash à tour de bras. On a une position assez claire là-dessus. Nous, c'est le marché qui commande. C'est-à-dire que dans notre objectif d'autosuffisance alimentaire, ou en tout cas d'amélioration de notre autosuffisance alimentaire, il est clair qu'on va favoriser les productions que les Calédoniens consomment. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aide pas les productions à l'export. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un soutien des productions que les Calédoniens consomment. Lors de la présentation de la politique publique agricole provinciale, on a notamment déterminé 4 filières prioritaires. L'élevage bovin, la filière fruits et légumes, le poulet, parce que c'est la deuxième viande la plus consommée par les Calédoniens, et les céréales, parce qu'ils conditionnent les coûts de production des élevages hors sol, comme le porc ou le poulet, justement.
Jusqu'où doit-on aller finalement? Jusqu'où doit aller l'intervention publique dans un secteur, j'allais dire, qui ne représente pas plus de 2% du PIB? Aujourd'hui, les aides toutes collectivités confondues, c'est un peu plus de 6 milliards de francs. Est-ce que justement, on voit l'exemple notamment en métropole, on peut comme ça subventionner sans être sûr des résultats? Laurent Lebrun. Je crois qu'il faut rappeler les trois fonctions de l'agriculture. L'agriculture, c'est tout d'abord une fonction nourricière, premièrement. C'est comme ça qu'elle est apparue et c'est comme ça qu'elle s'est développée pour nourrir la population. Et ce n'est pas pour rien que je disais tout à l'heure que la moitié de la production en Nouvelle-Calédonie est une production vivrière. Et ça, il ne faut pas le perdre de vue. La deuxième fonction, c'est une fonction économique qui s'est greffée sur cette fonction vivrière. Il s'agit de répondre à des marchés, que ce soit des marchés locaux ou des marchés à l'export. Et sur ces deux marchés, il faut avoir un avantage compétitif, un avantage concurrentiel. C'est ce qui se passe pour le squash, puisque nous répondons à quelques jours de consommation au Japon. Ça marche depuis des années. Donc il n'y a pas de raison de ne pas poursuivre dans cette voie de l'export. Et je pense personnellement qu'il y a des produits que nous pouvons produire en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent être exportés. Et puis donc répondre, comme vient de le dire Nicolas, à la production, à la consommation locale, de façon à améliorer le taux de couverture agricole. Et la troisième fonction de l'agriculture, c'est la fonction d'aménagement du territoire. Et ça, c'est une fonction sociale. La fonction nourricière l'était également, mais la fonction d'aménagement du territoire, elle est essentielle si l'on veut raisonner l'agriculture d'un point de vue plus macroéconomique. C'est la répartition de la population sur l'ensemble du territoire, c'est éviter ou limiter l'urbanisation. Est-ce que l'on veut qu'en Nouvelle-Calédonie, dans 20 ans, 90% de la population soit concentrée entre le Grand Nouméa et peut-être une partie à Koné, ou souhaite-t-on que cette population soit répartie de manière beaucoup plus équilibrée sur l'ensemble du territoire? C'est l'agriculture qui peut répondre à cette problématique-là. Et c'est pour ça que nous avons d'ailleurs développé des actions de développement local depuis maintenant 15 ans et qui commencent à porter ses fruits. Le problème, c'est que souvent, les cycles sont longs. Nous travaillons avec la nature. Un cycle naturel, c'est 1 an. Donc les cycles sont longs et cela prend du temps. Mais aujourd'hui, nous mesurons des résultats d'opérations qui ont été lancées il y a 15 ans et qui amènent des zones comme Kanala, comme Wailou, l'ensemble de la côte Est, à des développements de production qui répondent à des marchés. Exemple, le litchi de Wailou. Philippe Germain, si on résume la question, c'est quelle agriculture pour quelle société? Qu'est-ce que vous proposez aux agriculteurs et à la société calédonienne ce soir? Je crois que le premier défi, et ça a été rappelé par tout le monde, c'est notre capacité à nous nourrir, à avoir notre autonomie alimentaire. La planète est à 6 milliards d'habitants aujourd'hui. Le défi, c'est comment on va pouvoir tous les nourrir et ça va augmenter de plus en plus. Et ça a été rappelé tout à l'heure, c'est pas le petit marché de la Nouvelle-Calédonie qui va intéresser nos voisins australiens, néo-zélandais ou européens. Donc notre premier défi, c'est notre capacité à nous nourrir. Pour cela, il nous faut des agriculteurs. Pour avoir les agriculteurs, il leur faut un intérêt, on en a parlé tout à l'heure, des revenus qui sont les plus bas. Et vous venez de parler de politique publique. Est-ce qu'on doit mettre de l'argent? Ben oui, comme dans toutes les filières, il faut les aider à s'installer, à développer leurs exploitations, à acquérir du matériel pour qu'ils produisent aussi à moindre coût parce que les consommateurs de l'autre côté souhaitent avoir, et c'est normal, des produits de qualité et accessibles en termes de prix. Donc il faut améliorer les revenus des agriculteurs, leur donner une retraite et une couverture santé, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, et leur permettre d'accéder au foncier, bien entendu, les problématiques également de l'eau qui viennent à part. Bref, il leur faut un environnement de travail qui soit favorable. Après, il y a des dizaines de mesures à prendre, mais c'est d'abord les environnements favorables autour de l'humain.
autour de l'accès au foncier et l'accès à la ressource en eau. C'est systématiquement autour de cela qu'on sort. Et après, pour les questions économiques, eh bien, c'est l'organisation de la profession, l'organisation des filières pour que tout cela, ça fonctionne, soit fluidifié et que le consommateur s'y retrouve à l'arrivée, comme le producteur. Et que, on le voit en métropole, il faut être toujours attentif, c'est que la part de la valeur ajoutée, la part de la richesse reste suffisamment du côté du producteur. Si on veut que les gens restent à la terre, il faut qu'ils puissent en vivre. Il faut donc qu'ils aient la principale part de la richesse produite, puisque c'est eux qui la font. Nicolas Metzdorf, la province Sud a donc encore une fois présenté sa politique. Première pierre à cet édifice, ce sont les baux ruraux. Quelles sont ensuite les étapes qui arrivent et qui doivent changer finalement le quotidien des agriculteurs ? Alors, la politique publique agricole provinciale a traité du domaine des compétences des provinces, mais aussi du gouvernement. Donc il y a plusieurs projets qui seront portés à la fois par le gouvernement et à la fois par la province Sud. En tout cas, nous, la prochaine étape pour la province Sud, c'est la modification du code des investissements de la province Sud. C'est ce qui régit le soutien financier aux exploitations agricoles en province Sud. C'est pour leur donner plus ? Non, c'est pour optimiser l'aide publique. C'est-à-dire qu'en Calédonie, on a une aide publique qui est très orientée vers les exploitations directes, vers les exploitants. Il faut rééquilibrer avec des aides publiques qui remettent de l'argent et des moyens aux infrastructures, comme les agrégateurs, comme les coopératives de producteurs, comme les associations d'agriculteurs qui ont des cahiers des charges, soit pour une agriculture raisonnée, soit pour une agriculture responsable, soit pour une agriculture innovante. Très rapidement, il nous reste vraiment quelques Donc voilà, secondes, c'est oui, toujours un soutien public fort, parce qu'on l'a dit, l'agriculture, elle nous nourrit, c'est de la production locale, c'est de la valeur ajoutée pour nos entreprises, mais il faut quand même optimiser le soutien public. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Son détour, c'est donc terminé. Merci à tous. Un débat sur l'avenir de l'agriculture qui se prolonge demain matin en radio dès 8h dans l'émission C'est bon à savoir avec Anne-Claire Lévesque. Elle recevra Gérard Pascot, le président de la Chambre d'agriculture, et Sylvia Cornumerki, directrice du pôle terrestre de l'ADECAL. On parlera recherche et avenir. Ils seront donc en direct pour répondre à vos questions, à vos commentaires au 258. Bonne soirée à tous. Retrouvez